Bonjour, nous sommes la classe de première STI2D du lycée Blaise Pascal de Colmar. Nous allons vous présenter l'écoquartier qui est en train de se construire à proximité du lycée. Notre présentation est constituée de 3 parties. Tout d'abord, la présentation générale du quartier dans son ensemble, avec ses besoins, son insertion dans l'environnement proche et son impact sur l'environnement. Ensuite, la présentation des maisons individuelles qui y sont implantées. Ce sont des maisons à ossature bois qui sont préfabriquées en usine. Nous avons pu assister au montage sur site de l'une d'elles. Finalement, nous présenterons expérimentalement le problème que peut poser la migration de la vapeur dans l'isolant et la nécessité de mettre en place un pare-vapeur et d'assurer une bonne étanchéité à l'air. Présentation de l'environnement du quartier. Le site retenu pour l'implantation de l'écoquartier est une ancienne friche industrielle s'étendant sur 3,5 hectares. Anciennement, c'est une société, SEC Velcorex, qui exploitait le terrain et qui y avait monté une usine. Ce dernier se trouve sur la limite de la commune de Winsenheim, une commune avoisinant la ville de Colmar, au sein du quartier dit de Logelbach. Si nous étudions la morphologie urbaine, nous constatons qu'il y a un projet en cours le long de la RD 83. Nous constatons aussi qu'une piste cyclable est aménagée entre Colmar et Winsenheim et part du lycée Camissé. Elle est faite pour anticiper les futures migrations pendulaires et elle est aussi dans le but de donner une place plus importante aux piétons. Dans le quartier ouest, la rue Adolphe est bordée de petits collectifs avec des commerces et services au rez-de-chaussée. Dans le quartier sud, le quartier est constitué de pavillons industriels, de maisons jumelées et de logements collectifs. Dans le quartier est, les terrains sont actuellement occupés par une friche herbacée, des locaux et des logements collectifs. Le site était occupé par des activités industrielles, mais la société Velcor a cessé ses activités il y a 2 ans. La distribution de la radio, du téléphone et du câble est assurée à partir de l'antenne collective de Rothenberg avec 500 foyers raccordés. Le projet d'aménagement urbain de l'écoquartier de Logelbach se situe sur une surface plane à environ 215 mètres. La zone est concernée par la nappe alluviale de la plaine d'Alsace, qui est de bonne qualité, contrairement au ruisseau du Logelbach, qui est de très mauvaise qualité dû aux anciennes usines. De ce fait, très peu d'espèces ont décidé de s'installer dans cette zone. Elle possède donc un intérêt écologique limité. Le type de sol est tout de même favorable à l'extraction de matières de construction. Le projet de l'écoquartier à Logelbach prévoit 296 logements, dont une diversité d'habitats comme des maisons individuelles, des logements intermédiaires ou petits collectifs, dont des résidences pour les seniors, ainsi que des foyers. En termes de mixité sociale, le projet propose 87 logements par hectare. Il répond largement à l'objectif du SCOT qui lui prévoit une densité minimale de 40 résidences par hectare, mais aussi une place centrale qui fait office de lien social tels que des marchés, des vides-greniers ou des manifestations. Le projet est riche en commerces, activités et services. Des services sont proposés aux résidences seniors, des commerces sont proposés au rez-de-chaussée de 7 résidences, un pôle médical au rez-de-chaussée de chaque résidence étudiante, des hôtels et des bureaux sont aussi présents dans ce quartier. Le projet prévoit 296 résidences, 80 places de stationnement, que ce soit des garages ou des places de parking en plein air. Cela donne un ratio de 1,6 places de logement. Néanmoins, les stationnements dédiés au commerce et aux invités des soirées ont abouti à un ratio de 2 places par logement. Impact du projet sur l'environnement. Topographie. Le site ne présente aucun dénivelé différent d'altitude. Le projet s'insère dans un impact particulier par rapport à la topographie. Impact sur l'eau. La qualité de l'eau sera la même que les autres quartiers, pourra même être améliorée par les changements de vocation du site, passant d'industriel à une zone résidentielle. Elle disposera d'une alimentation en eau potable assurée par le commerce communal. Impact sur la faune et la flore. Des bâtiments et voiries à vocation industrielle seront remplacés par un nouveau quartier résidentiel. 30% de l'emprise sera occupée par un espace vert. Cela est un ancien site industriel qui est à proximité des voies de circulation. L'instauration de biotypes riches et actifs est peu propice. Les milieux naturels des alentours, les espaces recherche, des espaces semi-ouverts, bocage, forêt. Le projet d'aménagement n'aura pas d'incidence sur la faune et la flore. La vie faune, les plantations, les bosquets seront préservés, donc les sites de nidification ne seront pas impactés. La friche herbacée à l'est, pour certaines espèces, sera toujours une zone de chasse. Protéger le site des pollutions. Les déchets sont triés dans des collecteurs et des bacs individuels. Les risques de danger et les incidences. Pas de risque d'inondation, risque sismique faible, pas d'impact sur le projet. 4 types d'incidences. Pollution de l'eau, émission de poussière, émissions acoustiques, le trafic. Partie 1, C3 et C4. 3. Impact du projet sur l'environnement. Le site ne présentant aucun dénivelé, le projet s'insère sans impact particulier par rapport à la topographie.
La qualité de l'eau sera la même que les autres quartiers. Elle pourra même être améliorée par le changement de vocation du site, passant d'industriel à une zone résidentielle. Des bâtiments et des voiries à vocation industrielle seront remplacés par un nouveau quartier résidentiel. 30% de l'emprise sera occupée par un espace vert. Comme avant, c'était un ancien site industriel. À proximité, il y a des voies de circulation routière et l'instauration de biotopes riches et attractifs est peu propice. Ce secteur n'a aucun habitat d'intérêt communautaire. Il y a des espèces qui sont menacées car le site est localisé en milieu urbain et il est déconnecté des milieux naturels alentours, et que les espèces recherchent des paysages semi-ouverts comme des bocages et des forêts avec des corridors boisés. Le projet d'aménagement n'aura pas d'incidence significative sur la faune et la flore présentes. L'avifaune ne sera pas touchée, les plantations, bosquets et haies présentes seront préservées. Donc le site de nidification ne seront pas infectés. La friche herbacée à l'est du projet est utilisée comme zone de chasse par certaines espèces et ne sera pas modifiée. Plusieurs aménagements et mesures seront mis en place afin de préserver et de biodiversifier la faune et la flore. Entre autres, la création et entretien de nombreux espaces verts, plantation de bosquets et haies diversifiées, etc. L'intégration paysagère des constructions sera assurée. Cette nouvelle zone de développement disposera d'une alimentation en eau potable assurée par le réseau communal et les déchets seront triés dans des collecteurs et des bacs individuels pour des maisons. Donc, pour conclure, le site peut être comparé à un petit îlot. Il est délimité par différentes rues ou impasses. Ces dernières, au nombre de 3, se trouvent être la rue Haussmann, se trouvant au sud du terrain, la rue Hêtre, qui se trouve au nord, et l'impasse du Hêtre, se situant à l'ouest. Un des avantages de cet espace est d'avoir à proximité de sa zone diverses grandes surfaces, telles qu'un magasin Leclerc ou encore Lidl. On peut également relever la présence de divers restaurants. Cependant, il est également prévu que des commerces soient installés au rez-de-chaussée des habitations pour permettre aux seniors d'avoir un accès facilité à ces derniers. Une ligne de bus reliant la zone commerciale au centre de la ville de Colmar passe également à proximité. Ceci permet de ne pas avoir une zone coupée, se trouvant à part en bordure de la ville. Aussi, le site se situe à proximité d'un axe routier, à savoir une départementale. Cela permet d'être connecté aux autres grandes villes et pouvoir s'y déplacer très aisément. Industrialisation de la maison. Dans l'usine Boa, des machines fabriquent des pans en bois prêts à être envoyés sur le lieu de construction. C'est aussi une usine qui produit ces portions de maisons en masse. Les murs pourront être posés directement et rapidement dès qu'ils arrivent sur le chantier. La totalité des murs seront posés en 24 heures et la maison sera prête en 12 semaines avec toute finition nécessaire à l'habitation de cette maison. L'usine Boa, située à Sainte-Marie-aux-Mines, possède un système de défilement par plateau le long de l'usine pour une fabrication simple et rapide pour fabriquer 2,5 maisons par semaine. Les murs sont composés d'une ossature en bois, puis vient la couche d'isolant et l'enrobage dans un film plastique afin de protéger l'isolant de l'humidité. Les élingues qui serviront à porter les murs sont fixées durant la fabrication du mur lui-même, ce qui facilitera le montage. Accrochées sur les côtés des murs, les fourchettes en métal permettent aux murs de se fixer entre eux. Elles sont usinées par un tiers qui participe à la construction des maisons. Le bois doit être poncé dans un seul sens afin d'éviter les échardes durant la pose ou la fabrication des murs. Les murs sont en sapin afin de mieux supporter les variations de température. Le sapin est un conifère, il pousse absolument partout, en toute saison, ce qui rend l'exploitation facile. Autre avantage du sapin, il sent bon. Passons ensuite au transport. Les murs sont acheminés jusqu'au site par des camions à remorque plateau. En effet, ces camions possèdent une benne spécialement conçue pour le transport des murs. La benne est plus longue et ou plus profonde à certains endroits afin de pouvoir transporter les murs de toute taille. Planning de fabrication. Dès lors de la première semaine, nous commençons la construction de notre maison ossature-bois avec l'implantation du terrain et au terrassement de son terrain. De la deuxième à la troisième semaine, nous passons aux fondations, puis au mur du sous-sol et enfin nous procédons au coulage de la première dalle en béton. Après son séchage, 2 semaines après la 6e semaine, il faut faire en sorte que les murs posés soient droits par rapport au sol. Ainsi, les constructeurs utilisent un laser d'alignement automatique afin d'effectuer le nivellement leur permettant de savoir quelle hauteur de cale est nécessaire à chaque mètre.
la face supérieure desquelles matérialise un plan horizontal. Après, pour empêcher l'air de passer, il est ajouté une bande posée sur le béton, qui celle-ci gonfle au fur et à mesure, corrigeant ainsi les écarts entre le mur et le béton de la chape. Après cela, dès que cette étape est finie, l'étape de l'ossature prend place. Cette étape consiste à placer les murs préfabriqués en usine sur les cales précédemment placés avant de mettre les toits eux aussi sortant tout droit d'usine. Et tout cela en une journée. Ensuite, de la 7e à la 12e semaine, nous procédons aux dernières étapes traditionnelles qui sont la vérification de l'étanchéité, le plâtrage, le sanitaire, le raccordement électrique, ainsi que le chauffage central, l'isolation du sous-sol et du plancher chauffant. Et enfin, pour finir les étapes du côté de Boa, nous procédons aux chapes et aux raccords tout en terminant l'électricité et le sanitaire avant de terminer par un petit coup de ménage intérieur. Du côté du propriétaire, à partir de la 25e semaine, le carrelage, le papier peint et les sols pourront être faits ou sinon en 3 semaines si cela est procédé par Boa. Montage sur le site. Après 6 semaines, on commence à effectuer le montage de l'ossature pour lequel il faut moins d'une journée afin d'accomplir cette tâche. Tout d'abord, on pose les premiers murs, amenés à l'aide d'une grue les portant grâce aux élingues de levage mises sur ces derniers lors de leur fabrication en usine. Chaque mur est assemblé avec l'autre, tout cela sur la dalle coulée et sur les cales posées au préalable. Nous ajoutons un film plastique étanche à l'air en dessous des murs posés, là où il y a des écarts, puis nous les fixons à la dalle à l'aide d'équerres métalliques et de chevilles. Et enfin nous refaisons cette même étape à quelques différences près, mais cette fois-ci pour le plafond déjà entièrement fabriqué en dessous duquel on pose des poutres pour retenir la structure, comme on ferait pour une maison traditionnelle. Puis nous fixons les poutres au mur à l'aide encore une fois de chevilles. Enfin, suite au fait que les murs sont seulement collés entre eux, pour combler les trous où peut passer l'air, nous y collons du scotch, permettant ainsi de bloquer cet air. Le montage est désormais terminé. La maison a des murs, un toit et une isolation. Il ne manque plus que les raccords, l'électricité, l'eau et les décorations. Je vais donc vous présenter notre expérience. Elle est composée d'une source d'humidité, réalisée avec un mug, une résistance chauffante et de l'eau chaude évidemment. Nous avons utilisé un ventilateur pour simuler le vent. Cela permet de démontrer que l'isolant se charge en humidité et est passé à la fin de l'expérience à 57 grammes et était à 41 grammes initialement. Il est donc nécessaire dans une maison d'avoir un pare-vapeur car le taux d'humidité présent dans l'isolant pourrait ainsi endommager le mur. Nous allons maintenant rajouter la plaque qui peut simuler le mur extérieur. Nous pouvons donc constater que la paroi est bien humide. Nous constatons alors que l'usage d'un pare-vapeur est nécessaire.